Éric Massier qui va nous rejoindre là, en fait, c'est un aventurier. Et c'est un type, il se met toujours dans des situations où les gens normaux, c'est-à-dire vous tous ici dans cette salle, ben, on n'irait pas. Voilà. Et ben même pour faire une conférence, il arrive à se mettre dans la situation où c'est pas ce qui avait été prévu. Hein? Allez, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Éric Massier, s'il vous plaît. Moi, je vais vous amener dans un univers de voyage. Mon objectif, ma mission, c'est de vous faire voyager autour du monde pendant quelques minutes dans l'univers des prises de parole tout-terrain. Alors, mon parcours de voyageur a commencé en 1984, en novembre 1984, j'avais 22 ans, et c'était dans un vieux cinéma de quartier de Nantes qui s'appelle Le Concorde, et je suis tombé sur ce film juste extraordinaire qui s'appelle Diva, de Jean-Jacques Benex, avec un scénario assez incroyable. Et dans ce film, tout le monde tombait amoureux de la cantatrice d'opéra noir Wiggins Fernandez. Moi, je suis tombé amoureux de l'attraction avant blanche de Richard Boringer. Et ceux qui me connaissent savent très bien que c'est pas du racisme. Mais c'était un déclic. C'est-à-dire que j'ai eu un déclic dans le sens où j'ai vu cette voiture blanche avec les phares chromés et je me suis dit, c'est ça que je veux. J'avais 22 ans. J'étais, je sais plus ce que j'étais, instituteur, je crois. Ouais. Bah ouais, j'ai changé de métier après. Donc mon déclic, c'est que je me suis dit, je veux ça. Je veux voir les paysages du monde se refléter dans les phares chromés d'une vieille bagnole. Et donc, comme je suis sagittaire, j'ai fait donc ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que j'ai acheté 2 vieilles tractions pourries de 1953. Avec 3 copains, on les a restaurées, on les a repeints en blanc. Et on est parti faire un tour du monde d'1 an et demi, voilà, en sorte de Tintin reporter. Bon, l'histoire est plus longue que ça, mais vu le temps, faut que je fasse court. Et ça, c'était donc mon premier voyage. Donc, on a créé la première agence de presse itinérante. Nos bureaux, c'était nos autos. Le monde, c'était notre jardin. Et on vivait des ventes de nos reportages. Donc, ça a été pour nous une vraie école de la vie, c'est-à-dire qu'on a beaucoup appris sur beaucoup de choses. Et à la fin du voyage, mes copains Yann, Luc et Toff, bah, ils ont pris une route professionnelle, on va dire classique, et moi je suis resté sur la route. C'est-à-dire que depuis 35 ans maintenant, mon métier c'est d'organiser des tours du monde, des transcontinentales, sur 2 ou 4 roues pour mes clients. Et tout est parti de Diva. Donc quand on va quelque part voir un film ou écouter quelqu'un, on ne sait jamais ce qui va se passer derrière. C'est pour ça que les prises de parole peuvent avoir des fois un sens. Donc c'est vrai que ça peut paraître spectaculaire parce que ma passion de voyager est devenue un métier. C'est-à-dire que mon métier c'était de faire ce genre de voyage. Alors ça peut paraître spectaculaire, hein, mais finalement c'était un boulot. C'est-à-dire que je passais mon temps voyager, j'avais toujours un troupeau de clients derrière moi et puis on les amenait au bout de leur rêve. Je résume. Okay, mais dans ce métier, j'ai été amené à à maîtriser 3 sortes de prises de parole en public. La première, c'était les interviews. C'est-à-dire qu'à un moment, il fallait promouvoir mon univers. Donc j'ai été amené à répondre à des interviews presse, radio, télé, dans différentes conditions. Et il fallait que je fasse la promotion de ce que je voulais vendre. Donc par exemple, avec Dominique Chapat de Turbo, nos routes se croisent depuis 1990, à chaque fois qu'il fait des reportages sur des voyages en traction que j'ai organisés. Il y a quelques années, je ne me rappelle plus la date, Harry Roselmack m'a contacté pour participer à l'émission 7 à 8 sur TF1, que je ne connaissais pas, parce que je ne regarde jamais la télé. Et donc, j'ai pris ma moto, je suis allé à Paris, dans le 17e, je crois, dans un appartement privé. Et son journaliste, Thierry Demazière, donc, a commencé son interview par une question que je trouvais un peu débile, mais il a dit... alors, est-ce que c'est vrai qu'un aventurier a une femme dans chaque pays? Bon, déjà c'est difficile. Alors j'ai visité plus de 100 pays, vous imaginez. Donc ça m'a un peu gonflé. Donc j'ai enlevé mon micro, j'ai commencé à me lever pour partir. Puis il s'est mis à rigoler, il dit non, je déconne. Et finalement, toute l'interview s'est faite en une seule prise pendant 12 minutes. Mais j'ai jamais su si c'était une technique ou pas. Est-ce que c'était une technique de sa part ou pas? J'ai jamais su. Ensuite, il a fallu que je fasse des réunions.
C'est-à-dire qu'il fallait que je réunisse des prospects, des anciens clients, pour présenter les voyages à venir. C'était pour assurer l'activité de ma petite entreprise qui s'appelait T3. Alors T3, ça veut dire Touring Tracks Together. Pour Marido, ça veut dire partager les pistes ensemble. De rien, Marido. Et après, ça peut dire ce qu'on veut. Hein. Ça peut dire trop travaillais-tu, tip top travel, topless Taliban tour. Je vais pas essayer encore, mais bon, je sais plus où j'en étais. Oui, donc fallait que je fasse des meetings pour vendre. Donc je réunissais des gens, je faisais de la promotion, donc avec les interviews, donc les gens me contactaient par internet, je les réunissais dans une salle et je me retrouvais avec souvent une centaine de personnes. Et il fallait vraiment que je leur présente ce qu'on allait vendre. Donc, je ne pouvais pas faire trop de blabla parce que mon objectif c'était de vendre. Mais je peux vous assurer que ces hommes et ces femmes qui allaient vivre leur rêve d'aventure, allaient décider de vivre leur rêve d'aventure, ils étaient heureux. C'est-à-dire que mon métier c'était de rendre les gens heureux. Parce que ma mère m'a dit un jour, avant qu'elle disparaisse, elle m'a dit ton objectif dans la vie ça a toujours été de rendre les gens heureux. Donc je faisais ça avec mes clients. Et là, par exemple, on est en 2018 et on prépare la traversée de l'Australie en moto. Et ensuite, il y a eu les briefings. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. C'est correct, ça, en français? C'est de ça dont je vais parler aujourd'hui? Ouais, ça va. Les briefings. Les briefings, c'est super important dans mon activité parce que tous les matins, il faut que j'organise un briefing. Donc un voyage peut durer 1 mois, 3 mois. J'ai fait des tours du monde d'1 an et quelques. Donc tous les matins, il faut faire un briefing, il faut expliquer qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Donc c'est hyper important pour la sécurité des clients. L'objectif, c'est qu'ils puissent faire leur voyage en toute sécurité. Donc ici, par exemple, on est à Livingstone, en Zambie, et je dois leur expliquer un passage de frontière un peu compliqué vers le Zimbabwe un peu plus tard dans l'après-midi. Et vous remarquerez, je suis un petit peu en hauteur, on en parlera après. Là, on est à Sequoia Park, dans le nord de la Californie. Là, c'est lors d'un voyage à travers la Californie de Los Angeles à New York, avec 40 tractions avant, ça fait un peu un gros troupeau. Et ce jour-là, il fallait que je leur explique comment ne pas attirer l'attention des ours lors du bivouac du soir. Parce qu'il y avait des poubelles en métal qu'il fallait fermer, s'il y avait un truc qui sortait, ils le sentaient, ils venaient. Donc voilà, c'était un peu... Donc il y a un côté sécurité. Après ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'en latin, on pourrait dire res non verba, c'est-à-dire des actes, pas des paroles. Mais je préfère cette pensée touareg, qui est plus proche de nous et de notre civilisation de blablateurs. Il y a beaucoup de blabla dans notre civilisation. Et j'ai toujours essayé de dire à mes enfants, si vous permettez un jour de juger quelqu'un, en bien ou en mal, vous devez le faire sur la base de ses actes et jamais sur ses paroles. Parce que c'est les actes qui parlent plus que les paroles. Maintenant, on est ici pour parler de la prise de parole en public. Donc je me suis dit, il y a 3 P, hein, c'est comme ça qu'a défini Gilles de la JAD, 3 P, PPP. Moi c'est T3, TTT. Donc les 3 P, je me suis dit, je vais prendre chaque mot, je vais essayer de trouver un sens à chaque mot. Donc ici, on est avec le mot prise. Prise, c'est prendre, c'est s'accaparer, c'est une occupation, ok ? Une occupation, à partir du moment où on occupe le temps et l'espace des autres, comme je le fais avec vous ici, il faut une certaine légitimité. Il y a plein de sujets pour lesquels je serais incapable de vous parler. Même s'il y en a qui savent improviser, moi, je ne sais pas faire. Donc il faut que je connaisse mon métier. Et cette légitimité, elle est vraiment importante pour capter l'attention. Ensuite, il y a le mot parole. La parole, c'est une chose qui est dite par quelqu'un et à laquelle on accorde de l'attention ou de l'importance. Donc la parole, c'est un peu une promesse verbale. Dans ce cas-là, ma parole était importante parce que ce jour-là, il a fallu que je leur explique. Il faut une certaine responsabilité. La prise de parole, c'est une responsabilité. Ce jour-là, il fallait que je leur explique qu'en aucun cas, il fallait sortir des voitures dans le parc animalier de Etosha en Namibie, parce que si eux ne voyaient pas les lions les voyaient. Vous voyez, donc le message est quand même important. Hein, vous pouvez pas... Et enfin, il y a le public. Donc vous, alors le public, c'est en opposition à privé. C'est-à-dire que techniquement, c'est un minimum de 2 personnes. Donc là, on respecte la norme, on est bien. Et par rapport au public, il y a une notion d'utilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit, à qui et pourquoi. Okay, ça, c'est vraiment important. Parce que tout discours est vain
s'ils ne mènent pas à l'action. Ça, c'est un vieux grec qui disait ça, enfin il était jeune à l'époque, mais c'est il y a longtemps, c'est Démosthène. Et mes briefings avaient toujours pour mission d'aider mes clients à aller faire des choses, donc à agir hors de leur zone de confort, mais en toute sécurité. D'ailleurs, par rapport à Démosthène, il y a un petit truc qui est rigolo, c'est que Démosthène, donc c'est un homme d'État grec, il était bègue. Alors, il y a ma sœur qui est là, donc j'ai pas le droit de faire des blagues sur les bègues, mais Démosthène, l'homme d'État, était bègue, ok ? Et pour s'entraîner à améliorer son discours, il parlait avec des cailloux dans la bouche. Donc, vous pourrez essayer ce soir à la maison, vous verrez que c'est pas facile. Et c'est devenu un des plus grands orateurs de Grèce, ok ? Donc moi, je ne suis pas un grand orateur, mais j'ai un cursus tout-terrain. C'est-à-dire que je fais des briefings à travers différents pays, à travers différents paysages, dans toutes sortes de conditions climatiques. Et ces briefings ont vraiment un rôle important pour, je dirais pas la survie, mais la sécurité de mes clients. Donc ça amène à plusieurs choses. Un briefing, ça peut créer des événements comme ici. Alors vous avez le droit de rigoler. Ouais, quand même. Chaque discours est important. Okay, chaque discours est important. Et moi, pour attirer l'attention des gens à qui je parle, dans ce genre de briefing ou discours, j'utilise en général 2 accessoires. J'essaye de me surélever, c'est-à-dire je veux une estrade, une chaise, un véhicule. Vous voyez, je peux monter sur mon véhicule. Bon, ici, j'ai pas besoin parce que c'est vous qui êtes au-dessus de moi. J'essaye de me surélever pour faire porter la voix et pour attirer, pour favoriser l'écoute. Et ensuite, j'essaye d'avoir une tenue, souvent ridicule, qui fait sourire et qui permet d'attirer le regard. Donc là, on est à Nagoya, au Japon. On est sous la tour Eiffel de Nagoya, qui est une tour Eiffel similaire à la nôtre, mais plus petite. Et c'est le maire de la ville qui nous félicite pour la conférence de presse et notre initiative. À l'époque, ce voyage, c'était un voyage un peu, comment dirais-je, farfelu, et qui consistait à faire le tour du monde avec une voiture à vapeur de 1922, avec 2 enfants de 14 ans. Alors imaginez aujourd'hui frapper à la porte du bonjour, je viens prendre votre enfant, je vais lui faire un tour du monde en 80 jours à travers les États-Unis, le Japon, la Russie, tous les pays de l'Est. Et voilà, c'est impossible. Donc ça, c'était fait en 92. Et c'était un voyage qui a permis, malgré toutes les difficultés, à écrire des belles histoires. Après... Pardon, excusez-moi. Après, c'est pas parce qu'on a quelque chose d'intéressant à dire que c'est forcément une prise de parole en public facile. Okay, il y a une question, on rentre là dans le fond du mot communication. La communication, à mes yeux, c'est une équation qui est assez simple. Vous avez un émetteur, vous avez un message et vous avez un récepteur. Et tout doit être clair, limpide et bienveillant. C'est-à-dire que si vous avez un émetteur qui parle sans savoir si les autres écoutent, malgré son message de qualité, ça passera pas. Si vous avez un message qui est brouillon, ça marchera pas. Et si vous avez un récepteur qui interprète le message au lieu de l'écouter, ça marchera pas non plus. Donc la prise de parole en public, c'est pas forcément quelque chose de simple, mais en même temps, c'est une équation qui est simple. Un émetteur, un message, un récepteur. Et dans mes voyages, dans mes discours, l'humour a toujours été important. Ici, on est à Goma, on est à l'est du Congo RDC, c'est une zone un peu compliquée avec beaucoup de conflits. Ça doit être en 2007. Et je suis avec un général indien de l'armée, des forces de la MONUC, donc l'ONU. Il ne voulait pas nous laisser passer. Donc j'ai dit, viens, on va faire un tour en traction. Il a tellement rigolé qu'il m'a dit, ok, c'est bon, on peut y aller. Je résume, mais en 1 heure, c'était ça. Donc l'humour est quelque chose de vraiment important. L'humour, ça permet dans les réunions de faire partager des choses, enfin de dédramatiser des choses qui sont arrivées ou rendre facile des choses qu'on va faire. L'humour, par exemple, si je fais un petit aparté, je prends une poignée de gravier. Okay, j'ai une poignée de gravier dans la main, là j'ai le micro, et là il y a une vitre, il y a une sorte de vitre, je prends mes graviers un par un, je les balance sur la vitre, ça rebondit, ça fait éventuellement un petit éclat, mais ça casse pas. Okay, maintenant, si je prends ma poignée de gravier, et je mets de la boue séchée, okay, je fais une boule bien dure avec ma boue séchée, je la balance sur la vitre, et là j'explose la vitre. Alors les graviers, ce sont les gens, les voyageurs. La boue, c'est le lion, c'est l'humour. En fait, je mets de l'humour entre les gens, et avec une boule, avec un groupe formé avec de l'humour et de la bienveillance, on traverse tous les obstacles. C'est toujours comme ça que j'essaie de travailler.
Et même quand il y a un drame, c'est-à-dire là on est à Maralal au nord Kenya, en 2011, j'ai un client, Michel, qui faisait un peu le kéké sur sa moto, bon il s'est cassé la jambe, mais il est quand même souriant parce qu'il est rapatrié dans les bonnes conditions assez rapidement. Parce que l'hôpital où il s'est retrouvé après 4 heures de piste dans le 4x4, c'est pas un hôpital où on a envie de passer du temps. Donc il arrivait à sourire quand même. Ici, on est à... Alors lui, c'est un personnage un peu important dans ma vie. En Iran, au Kurdistan, donc dans le nord-ouest de l'Iran, je suis avec ce monsieur, c'est un paysan assez pauvre, qui s'appelle Abdallah, que j'ai rencontré par hasard, c'est une longue histoire. Et j'étais chez lui, il nous invitait à prendre le thé, et à un moment, le téléphone sonne. Je ne l'avais jamais rencontré, je ne connaissais pas. Donc spontanément, j'ai pris le combiné, je l'ai mis à l'oreille et j'ai répondu en faisant. Alors autant dire qu'on a rigolé comme des tordus pendant quelques minutes, ça a détendu l'atmosphère et avec Abdallah, on a toujours réussi à communiquer que par des conneries. On s'adore, c'est comme mon frère, on a le même âge, on s'adore vraiment. Je l'ai rencontré en 2017, on s'est revus en 2019, 2021, 2022 en Iran, mais on comprend rien. Comme quoi, on peut se parler sans se comprendre. Les briefings, ça permet de coordonner ce genre de photos, par exemple. Ceux qui aiment bien l'iconographie, une photo comme ça, c'est 3 heures de boulot et 1 seconde de clic, en espérant que la marée ne monte pas trop vite. Mais il n'y a qu'un briefing qui peut permettre de faire ça. Vous n'allez pas dire, bon les gars, vous prenez vos voitures, on va dehors et puis on fait ça. Ça ne marche pas. Donc c'est là où la prise de parole publique peut avoir une importance. Là, on est au Tadjikistan. Sur la plaine de Saritash, et avec nos chevaux de fer, on se prend des fois pour des cavaliers un peu, vous savez, on fait une chevauchée fantastique. Mais ça, c'est pareil, ça s'organise. Ceux qui sont photographes savent très bien qu'une photo comme ça ne se fait pas en claquement de doigts. Les briefings, ça permet à des couples de vivre des moments de complicité vraiment, vraiment intenses, qui n'ont pas la possibilité de vivre forcément dans leur vie. Et c'est pareil, la traversée du Salar d'Uyuni en Bolivie, ça s'organise. Quand vous permettez à un client d'aller avec sa propre moto au pied du mont Everest dans l'Himalaya, je peux vous garantir que la relation qui s'est établie avec lui, entre l'organisateur et le client, c'est quasi inaltérable. Parce que j'ai vu des mecs costauds qui pleuraient devant l'Everest. Donc c'est ça qui est fabuleux dans un briefing. Moi, je vous parle de ça aujourd'hui, c'est mon métier. C'est qu'on arrive à faire des choses qui sont juste au-delà du rêve. Là, il a fallu une trentaine de briefings pendant plus d'un mois, pardon. Il a fallu une trentaine de briefings pour amener 35 équipages français avec leur moto jusqu'à Persépolis. Donc il a fallu les aider à surmonter leur peur, parce que qui dit Iran dit « Ah, j'ai peur, les barbus, ils vont nous enlever ». Et in fine, ils ont découvert un pays extraordinaire, des gens d'un accueil, d'une hospitalité hors norme, malheureusement dirigés par des fous. Mais sans ces briefings, on n'aurait jamais atteint Persépolis. Et le courage, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que le courage, ça permet aux gens de surmonter leur peur, mais des fois, il leur faut un petit coup de pied au cul, donc une petite tape sur l'épaule. Et dans la notion de courage, je dirais un petit mot sur Gilles, parce que je le connais un petit peu. Quand je le vois au piano prendre son pied, malgré quelques petits problèmes et tout, et la performance qu'il fait, moi, je dis que là, on est dans la notion du courage. Il est entre la peur et l'audace. Et je lui dis un grand bravo. Je sais pas où il est, mais tant pis pour lui. Ah bon, ouais, salut Gilou. Bon, après, si vous avez des idées dans la tête qui sont aussi limpides que ce circuit électrique, je vous souhaite bonne chance pour capter votre audience. Okay ? Il y a un travail à faire, il va falloir nettoyer les idées avant de les partager. Mais ça, c'est pareil, ça fait partie de la prise de parole en public, ça se prépare. Alors, pour finir, parce que j'ai essayé de gagner du temps sur mon timing pour aider Gilles à rattraper le retard, mon métier, c'est donc d'organiser des briefings. Le dernier tour du monde que j'ai fait, donc 2022-2023, avec mon équipe et avec des groupes de 10 à 15 clients en moto, il a fallu faire 350 briefings sur 18 mois. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à avoir une seule jambe cassée. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir beaucoup d'autres accidents, vu les pays qu'on a parcourus, les difficultés qu'on a eues, mais il n'y a eu qu'une seule jambe cassée. Donc maintenant,
pour illustrer un petit peu ce qu'un briefing permet de faire, je vais vous offrir un tour du monde. Ça dure 2 minutes, c'est un tour du monde, il y a 40 pays. Je vous l'offre à une condition. Vous vous mettez debout et vous twistez. Est-ce que ça vous va? C'est pas du Queen, mais ça twist quand même. Allez, on se met debout s'il vous plaît, vous allez voir. Et je vous offre un tour du monde de 2 minutes. Vous êtes prêts? Saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann. Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann. You got me rocking and a rolling, rocking and a reeling. Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann. Ah, c'est pas fini. Il faut toujours une conclusion, on va pas terminer sur des images. Je ne sais pas si ça vous est arrivé quand vous revenez d'un grand voyage. Nous, mes clients et moi et mon staff, on nous pose toujours les 2 mêmes questions. Première question, quel a été ton pays préféré? Bon, bah, ça dépend si c'est pour visiter, pour vivre, pour y habiter, voilà. Et après, quand est-ce que tu repars? Bah attends, faut que j'arrive déjà. Mais c'est toujours les 2 mêmes questions. En 2019, j'ai une journaliste iranienne qui m'a posé une question qui m'a désarçonné, c'est pas facile. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Alors ça, c'était une très bonne question. Aujourd'hui, ma réponse est que en chacun de nous, il y a 2 personnes. Il y a la personne qu'on aimerait être et la personne qu'on est vraiment. Et le jour où les 2 personnes se juxtaposent, c'est-à-dire le jour où la personne que vous voulez être, ben c'est la personne que vous êtes au fond de vous-même, vous approchez la paix intérieure. Donc j'aime penser que le vrai objectif de la vie, c'est d'écrire une belle histoire. Et ce qu'on peut dire de la prise de parole en public, c'est que ça permet aux autres d'écrire une belle histoire. Donc je vous remercie beaucoup.